me rends compte de la force de mon mental grâce au sophrologue. Et en gros, je lui dis ok, donc là, en fait, je peux faire ce que j'ai envie de faire, je peux dire ce que j'ai envie de dire et j'ai peur de rien. Et il me dit en fait, j'ai créé un monstre. Comme si toutes les barrières qu'on se met, en fait, tout le temps, étaient complètement tombées. En fait, comme si d'un seul coup, j'avais l'impression d'être invincible. Hello, je suis Célia Leduc et je te souhaite la bienvenue sur Toi alors, il t'arrive de ces trucs, première émission sur le don de se mettre dans des situations improbables. Dans cette maison du jeu et des confidences, on vient ici se raconter des histoires plus vraies que nature, pour assumer et s'assumer. Pour cette nouvelle histoire, j'accueille aujourd'hui à la maison Anne B. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Anne qui est venue à la maison. Bienvenue Anne. Merci Célia, merci de m'accueillir dans ton émission. C'est avec grand plaisir. Je t'ai demandé de venir avec 2 vérités et un mensonge. Donc je te laisse un peu te remémorer ça. Mais avant, je voudrais savoir, est-ce que tu es quelqu'un qui a plutôt de la chance au jeu en général ou pas trop ? En fait, j'ai beaucoup de chance dans la vie, mais pas au jeu. Ok. Donc mon mec me trompe pas, c'est plutôt bon signe. Ah bah écoute, vaut mieux ça que l'inverse, j'ai envie de te dire. Eh ben, on va vérifier ça parce que ça se trouve au jeu, t'as peut-être aussi de la chance aujourd'hui. Tu auras peut-être de la chance, donc je te laisse juste actionner la manette de cette petite machine à sous. Alors. Et alors si tu gagnes, ça sera à moi de te raconter un dossier, une petite voilà. Non, improbable. C'est gagné. Oh, mais non. C'est déjà arrivé ou pas? Une fois au tout premier tournage, qui donc n'est plus... Mais attends, c'est incroyable. Je vais donc raconter rapidement une anecdote sur moi. Donc j'étais petite, je devais avoir quelque chose comme 10 ou 11 ans. Et j'étais très attachée à un poisson rouge qui s'appelait Cléo, que j'avais eu à la fête foraine 3 ou 4 ans avant, qui était vraiment le poisson de la famille. Donc ce poisson a passé peut-être 3-4 ans dans la cuisine, donc dans son bocal. Et un jour, je dis voilà, j'ai envie que ce poisson vienne dans ma chambre. Voilà, je veux mon poisson. Donc mes parents, bon d'accord si tu veux, tout ça. Donc on l'installe dans ma chambre. Le lendemain matin, qui était un dimanche matin, un lundi matin, on se réveille tous et là, je ne vois plus de poisson dans le bocal. Donc, panique. On cherche tous le poisson partout. Genre, mes parents sous le lit partout. Mais où est le poisson ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que t'as fait ? Et en partant à l'école, je revois mon sac qui était le seul sac de marque que mes parents m'avaient acheté, un sac IKKS pour pas citer la marque. Le poisson avait sauté dans la première poche du sac, donc je pense qu'il avait rampé, il avait dû être désorienté, le fait d'avoir changé d'environnement. Il avait sauté, rampé, et ce poisson mort dans la poche de mon sac, et je n'ai plus jamais pu utiliser ce sac parce que psychologiquement, c'était pas possible. Et t'as pu utiliser le poisson, tu l'as pas remis dans son bocal? Il était mort, il était décédé, donc on a eu du mal à s'en remettre. Après, on en a eu un autre Gédéon, mais qui avait absolument aucun... Il n'y avait pas de contact avec nous, alors que ce poisson-là, il y avait un vrai truc. Et je m'en suis voulu, je me suis dit, mais c'est de ma faute, pourquoi je l'ai changé d'environnement ? Et mes parents me disent, mais attends, c'est pas possible, t'es somnambule, qu'est-ce que t'as fait avec ce poisson ? Mais c'est horrible cette histoire, t'avais pas dit que tu plombais l'ambiance ? Bah c'est vrai que c'est un peu triste, mais C'est hyper triste. Bah c'est triste, mais c'est... Bon voilà, c'est un truc un peu choc, quoi. Un peu improbable, quand même. C'est complètement improbable. Voilà, en même temps, j'étais pas préparée à devoir raconter une histoire, franchement. Anne, c'est très rare, surtout la machine à sous, que quelqu'un... non mais je vais aller jouer là, je vais aller jouer. Va faire un euro million ou un truc, hein, parce non mais que c'est là, le vendredi, là on est jeudi, ouais. À tous les coups... C'est clair, je vais gratter. Et ben voilà, maintenant on va pouvoir commencer un peu à parler de toi. Du coup, je vais te demander de m'énoncer les 2 vérités et le mensonge, et je vais devoir deviner. Alors, donc c'était j'ai tué un chat, un petit chat. J'ai passé la soirée avec Cristiano Ronaldo et j'ai fait semblant de m'évanouir devant mon ex qui me rattrape. Alors, du coup, il y a qu'une seule vérité, c'est ça ? Je suis fatiguée. Il n'y a qu'une seule vérité, pardon, oui. Donc, c'est j'hésite. Le chat ? Non. Par erreur ? Non, je sais pas. Non. Ok, c'était... Ah, vas-y, ouais. T'as encore 2 chances. Ouais, je dirais pas Ronaldo, je dirais l'autre. Ouais.
J'ai complètement fait semblant de m'évanouir devant Mais non. qui a cramé. Non, mais ça, c'est encore pire. Bon, après, Ça, c'est du dossier. c'est grave du dossier. Pour ma gouverne, j'avais genre 19 ou 20 ans. Mais il fait encore partie de mon cercle d'amis, donc c'est très gênant. Et en gros, on sortait de boîte, on s'était engueulés, on était avec plein d'autres potes. Et puis, on s'engueule. Et en fait, moi, il part loin devant. Et en fait, moi, pour pas qu'il parte, je m'évanouis. Très gênant, toxique, la meuf de ouf. Et surtout que lui, il a continué de marcher parce qu'il a compris que j'avais fait semblant. Ça, c'est horrible. Ah, mais non. Ouais, hyper gênant. Ah oui, d'accord. Donc le couple, vraiment... On n'en a jamais parlé d'ailleurs, je sais même pas s'il se souvient. Enfin, si, quand même, Après, t'étais jeune, voilà. C'était une relation... Mais on partait d'une toxicité rare, quand même. En effet. Ouais. Je suis plus du tout toxique. Et c'est marrant, je me suis dit quand même, ça doit être vrai, parce que pour inventer ça, tu vois... Mais ouais, c'est ça. Tu es un chat, ok, mais ça, tu peux pas l'inventer. Bon, le chat, non. T'as tué aucun chat et t'as jamais passé une soirée avec Ronaldo. Non. Ok, bon. Si, il m'écoute. Eh bien, écoute, en tout cas, tu es l'invité qui aura inauguré le 2 mensonges, une vérité. Moi, j'aime bien l'idée que du coup, on renverse le game dans cette émission, donc c'est parfait. Ouais, trop bien. Ouais, du coup, on va passer à ce pourquoi je t'ai invité à la maison pour venir te confier sur une aventure dans laquelle tu t'es lancée depuis... Ça fait combien d'années que tu t'es lancée dans cette aventure ? Ça fait 5 ans, ressenti 10. Ah oui. Ressenti 10, bah oui, parce qu'il s'en est passé des choses. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses en 5 ans. Ok. Beaucoup de choses. Et justement, en fait, je pense que ce que j'ai envie et ce que nos auditeurs, nos téléspectateurs ont envie que tu nous racontes, c'est comment ça s'est passé et surtout, quelles sont tes anecdotes les plus croustillantes, les plus chocs, parce que j'imagine qu'en 5 ans, ressenti 10... Voilà, t'en as vécu des choses et voilà, peut-être nous parler de... Ouais. De moments improbables. Pour commencer, justement, est-ce que tu peux me raconter comment ça a commencé déjà, cette aventure et puis voilà. Ouais. Alors, ça a commencé... Moi, en gros, j'ai fait quasiment une dizaine d'années de pubcom. Donc, j'ai été dans des agences de pub et des agences de com pendant 10 ans, dans des grosses boîtes, puis des moyennes boîtes, des petites boîtes, bref. Et puis, en 2020, donc en mars 2020, je fais un burn-out. Donc, mars 2020, en plus, c'était l'époque Covid. Ouais. Et en gros, effectivement, dehors, c'était le bordel. Et en fait, à l'intérieur de moi, c'était le bordel total aussi. Et en plus, à ce moment-là, j'emménageais avec mon mec. Donc, il y avait tout qui changeait. Et gros burn-out, parce que je travaillais vraiment beaucoup. Et puis, burn-out au point où, à un moment, je me suis même demandé si j'allais pas me jeter par la fenêtre, parce que c'était tellement insupportable à vivre de l'intérieur que, comme solution pour un peu être apaisée, c'était de mourir. Alors que j'ai évidemment une peur de dingue de la mort, comme beaucoup de gens. T'étais vraiment au bout du bout, quoi. J'étais au bout du bout. C'était hyper flippant. En fait, moi, je pense que le karma aussi a répondu à un certain appel, parce que moi, je ne croyais pas vraiment au burn-out avant d'en faire un. Et autour de moi, il y en avait plein qui en faisaient. Et j'avais l'impression que c'était un peu des gens qui n'avaient pas forcément les épaules pour supporter le monde de la pub et de la com. Et puis, le karma est venu me rattraper. En fait, tu te disais que t'étais une meuf forte, que t'avais ce truc de... Ouais. Exactement, ouais, j'avais l'impression en fait de pouvoir supporter, comme ma vie perso avait été un peu compliquée, je me disais que de toute façon j'étais un peu prête à affronter des défis plus grands que moi, et pas du tout. Donc mars 2020, je fais ce burn-out là, pensant qu'au début c'était juste des crises d'angoisse, des crises de panique, et en fait ça s'aggrave à un point où j'ai plus pu parler, mais pas du tout, hein, c'est-à-dire que bon, là je parle beaucoup, mais je pouvais plus dire oui, non, je pouvais plus manger, j'avais perdu 15 kilos à peu près, donc à ce moment-là je devais faire 45 kilos, et j'étais... Et c'est arrivé d'un coup ou C'est en fait petit à petit, mais si on regroupe ça dans un temps, on va dire qu'en un mois c'était un peu la chute. Ouais. Okay. Après j'étais beaucoup dans le déni, c'est-à-dire que j'allais voir un médecin pour me dire je me sens pas bien, j'ai l'impression que voilà, je suis en train un peu de tomber, donnez-moi quelque chose juste pour pas tomber. Et alors en fait, t'étais déjà tombée, t'étais déjà hyper mal, quoi. C'est ça. Et elle m'a dit mais vous faites un burn-out? Et j'ai dit non, pas du tout. Et donc, en fait, j'ai essayé de tenir sur la longueur comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé Balance ton Agency aussi. C'est pour dire aux gens de s'écouter et justement, en fait, de ne pas passer à côté des signaux d'alerte que notre corps nous envoie, parce que mon corps m'envoyait des signaux d'alerte forts que je ne voulais pas du tout écouter, ce qui a fait que je suis tombée bien bas. Et pendant, on va dire, 6 mois, j'ai fait un travail sur moi, donc avec un psychologue, un sophrologue et des antidépresseurs, très efficaces. Et 6 mois après, donc j'ai fait tous ces exercices-là qu'on me demandait de faire, plus la béquille des médicaments. Et 6 mois après, donc en septembre 2020,
En fait, je me rends compte de la force de mon mental grâce au sophrologue. Et en gros, je lui dis, ok, donc là, en fait, je peux faire ce que j'ai envie de faire, je peux dire ce que j'ai envie de dire et j'ai peur de rien. Et il me dit, en fait, j'ai créé un monstre. Et en effet, une semaine après... Ah ouais, ça t'a vraiment requinqué. En fait, t'as vraiment eu un programme Bah, en fait, comme si toutes les barrières qu'on se met, en fait, tout le temps, étaient complètement tombées. En fait, comme si d'un seul coup, j'avais l'impression d'être invincible. C'est en fait, fou. Ouais. Et ça, c'est un truc que t'avais jamais ressenti avant? Jamais. Ok, parce que t'étais, je veux dire, une fonceuse, une meuf qui réussissait dans sa vie pro, mais qui avait quand même des limites, quoi. Non, là, c'était quelque chose un peu de nouveau et j'avais vraiment l'impression que c'est moi, et c'est pas une impression, parce qu'en fait, c'est vrai, mais que, en fait, j'avais compris, c'est pas une impression, j'avais compris qu'en fait, je pouvais être maître de mon avenir et que c'est plus les autres qui décidaient pour moi et qu'en fait, j'étais plus, comment dire, en fait, c'est moi qui décidais, c'est moi qui contrôlais et que... Ouais, c'est comme si t'avais une force qui était arrivée... Mais en fait, comme si tu sors un peu de la matrice. Enfin, en fait, tu sors un peu du métro boulot dodo, tu sors d'un truc où toutes tes peurs tombent et tu dis, mais en fait, waouh, enfin, comme tu te prenais une énorme claque et tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche de faire ça et ça et ça, enfin, En fait, t'étais dans un mode pilote automatique et d'un coup, c'est comme si tu reprenais le volant, quoi. Mais comme on l'est tous, en fait, je pense. Et reprendre le volant, en fait, ça peut faire peur, mais là, j'en avais pas. Et les antidépresseurs aussi sont quand même des médicaments, justement, qui enlèvent ces peurs. Oui, bien sûr. Donc, je pense que peut-être sans ça, j'aurais pas... Donc là, tu fonçais et c'est parti, quoi. Exactement. Donc là, je me suis dit, là, je vais rebosser. Il faut que je rebosse. Ça faisait 6 mois que j'avais pas bossé. Il faut que je rebosse. Sauf qu'en fait... La seule chose que je savais faire, c'était dans un milieu qui m'avait détruite. Et je me demandais comment est-ce que, justement, je pouvais rebosser dans ce milieu-là en ayant vécu ça. Et il fallait, pour moi, qu'on ait un endroit où on puisse se dire, bah non, mais là, cette boîte-là, elle est hyper toxique, faut pas y aller. Voilà. Il y avait pas ça. C'est-à-dire qu'on se disait, d'accord, tu regardes les avis Google d'un restaurant si tu n'as pas envie de manger un truc dégueulasse, mais par contre, pour les boîtes, etc., enfin, du moins, pour mon milieu, ça n'existait pas. Donc, je me suis dit, bah, je vais créer un Balance Ton, puisque c'était... Il n'y avait pas encore d'autres balances? Il y avait Balance Ton Stage. Ok, oui, son stage, ouais. Il y avait que Balance Ton Stage. Ouais, la start-up, ça existait. Et Balance et MeToo Musique. Ok. Donc le tout début, quoi, de tout ça. Ouais, c'était au tout début, donc septembre 2020. Et en fait, moi, je voulais prendre Balance Ton Agence. Et en fait, c'était déjà pris, c'était un compte qui avait rien, il y avait rien dessus, mais juste je pouvais pas prendre le nom, donc j'ai pris Balance Ton Agency. Ah, c'est vachement mieux Agency en plus. C'est juste pour ça. Bah, peut-être parce qu'on s'est habitué, mais c'est vrai que. Et après, je savais pas que ça allait prendre de l'ampleur, hein, pour être très honnête. Et en fait, donc j'ai créé ce compte-là et je me suis abonnée à tout mon réseau. Je me suis abonnée, comme j'avais fait 10 ans dans ce milieu et que c'est pas un très très gros milieu, tu te retrouves vite à connaître plus ou moins 1000 personnes. Ok. Et donc, je les ai toutes ajoutées. Et en fait, personne s'abonnait. Donc, c'était un compte Insta. C'était un compte Insta, il n'y avait rien. Et juste, je m'étais abonnée à 1000 personnes. Et en fait, tout de suite, j'ai reçu, moi, des messages qui disaient « Waouh, t'as vu, il y a ce compte. » Il n'y avait rien. Il y a ce compte-là, il y a un truc qui se prépare, des bombes qui vont sortir, etc. Et donc là, moi, j'étais anonyme et je me suis dit « Ok, en fait, tout le monde l'attend. » Et ça a l'air d'être un sujet quand même, en fait, même qui est derrière, parce que tout le monde se pose la question de qui est derrière sans qu'il y ait rien. Et je me suis dit, en fait, il faut clairement que je reste anonyme. Et je savais pas trop par où commencer, je savais pas quelle structure lui donner. Et en fait, comme j'avais été dans une boîte hyper toxique, pas celle où j'ai fait mon burn-out, mais un peu avant, et que là, j'avais vraiment des choses concrètes à raconter, je me suis dit, je vais commencer peut-être à faire une publication où il y a écrit « Entendu chez ». Donc là, voilà, Entendu chez, donc il y avait le nom de la boîte et il y avait une quote, une citation voilà, que moi j'avais entendue. Et super concret, quoi. Super concret. Et c'était en gros, entendu chez t'es beaucoup maquillée aujourd'hui, t'as sucé un clown ou quoi. Voilà, c'était un truc sexiste. Bah pour le coup, c'est des phrases que toi t'avais entendues. Exactement. Et donc je poste ça, et comme il y a le nom de la boîte, il y a une personne qui décide de m'écrire sur cette boîte-là. Et en fait, cette personne me connaissait pas. Ouais. Mais moi, bah en fait, j'avais son compte Insta et je savais très bien qui c'était. Et commence à raconter, en tout cas à témoigner. Et c'était un témoignage hyper fort. C'était une victime du coup de cette agence-là. Et je publie son témoignage et je me retrouve avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui vont témoigner sur cette boîte, ne sachant pas du tout qui est derrière. Donc, c'est-à-dire que ces gens ont un peu confiance sans vraiment savoir. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est fou qu'on accorde cette confiance-là. Ouais. C'est qu'il y a vraiment quelque chose à creuser. Il y a vraiment besoin de parler. Attends, pour que tu fasses ça, c'est clair. En fait, c'est ça. Il y a une vraie omerta parce que sinon, on n'aurait pas autant envie, disons, de se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et surtout, si on remet dans le contexte, on est en 2020 et on est période Covid où on a pu tous couper.
un petit peu de nos tafs et prendre du recul sur nos situations C'est et se vrai. dire, ouais, en fait, ce que j'ai vécu, c'était pas possible. C'est vrai que c'était un contexte Exactement. aussi. Ok. Et aussi un contexte, en fait, de confinement où on était plus en télétravail qu'avant et où on pouvait peut-être être plus en safe place et témoigner versus en open space autour de gens où on aurait du mal à forcément écrire un t'imagines, t'es témoignage. sur ton ordi et t'es en C'est train ça. de témoigner. Exactement. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Et ensuite, j'ai eu pas mal de gens qui se sont abonnés. Donc je dirais ça, c'est dans les 2 premiers jours. Et ensuite, il y a... j'ai un pote dans la com, donc c'est un média spécialiste de la com, qui m'écrit, parce que moi j'avais créé une adresse mail où on pouvait m'écrire, qui m'écrit sur cette adresse mail et me dit est-ce que je peux faire une interview fleuve de toi, donc c'est-à-dire une interview où en fait il m'envoie les questions et moi je réponds par écrit, tout en restant anonyme, donc moi c'était ma condition, et donc j'envoie cette interview, enfin j'envoie mes réponses et il publie dans le média j'ai un peu dans la com, et en fait à partir de là, en 4 jours, on est 20 000. Ah oui, ok. Donc ça a donné un sacré coup de com Exactement. au compte. Ok. Et t'es restée anonyme un moment. Un an. Un an. Mais le plus ouf, c'est que à ce moment-là, moi, je passais des entretiens pour travailler dans la com. Et c'était à ce moment-là aussi que je gérais ce compte. Et sauf que moi, j'étais un peu le loup dans la bergerie. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait que personne sache que c'était moi. Et en fait, j'arrive dans cette boîte de com, donc je suis prise en CDI. Ça se passe super bien. Et en fait, au bout de 3 jours, il y a un énorme article qui sort, mais en plus, c'était sur la couverture dans Stratégie, sur Balance ton agency. Il y avait écrit Balance ton agency, séisme dans la pub. Et donc là, le directeur de la boîte dans laquelle j'avais été recrutée balance le magazine sur la table de la cuisine où on était tous et dit ça commence à partir en vrille. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Et moi, j'étais là, T'as fait quelle tête ouais. Et moi, je me disais. Là, il vient de parler d'un sujet. C'est moi qui suis autrice du sujet à l'initiative du truc et personne ne sait. Et je sais pas si je suis dans un endroit où je suis censée être à l'aise et tout. Et jusqu'à quand je vais réussir à tenir ce secret? Comment est-ce que je vais pouvoir gérer ce travail et en même temps ce nouveau compte? Ouais. Ça me fait penser, tu sais, un peu à un agent double. J'étais complètement agent double, c'était ouf. Et en fait, ils ont découvert que c'était moi parce qu'il y avait une interview sur France Inter et j'avais demandé à ce qu'on modifie ma voix. Donc ça, c'était en décembre 2020. Ok. Et l'interview sort à 7h du mat', heure à laquelle, normalement, tous les gens de la com et de la pub dorment, puisqu'on commence tard et qu'on finit tard. Et en fait, les directeurs de cette société sont tombés sur l'interview et période d'essai rompue. Mais comment ils ont reconnu que c'était toi? Ma voix. Ah, pourtant, t'avais demandé qu'on... Mais ils l'ont pas modifiée. Ah, ils l'ont pas modifié. Oh là là. Donc, mais ils ont dû halluciner. Ouais. Et direct, ils t'ont rompu. Ouais. Parce que t'étais encore en période d'essai. Okay. J'étais encore en période d'essai. Après, c'est sans motif, hein, donc ils m'ont pas dit que c'était ça, mais c'est le jour même. Ouais, mais tu le sais, voilà. Oui, je le sais. J'étais hors de moi. Et pourquoi ils ont pas modifié ta voix? C'est dégueulasse. Ouais, je sais pas. Ah ouais, putain. Eh ben... Ouais. Sacrée histoire. Et puis... je suis sortie de l'anonymat 1 an après parce que en fait la première boîte que j'avais donc balancée en fait a porté plainte contre moi donc pour diffamation et forcément en fait il faut remonter à mon adresse IP et du coup il faut monter aussi à mon identité. Oui, donc ça serait sorti donc et autant que toi tu te désanonymes mise plutôt que ça paraissent genre ça me fait penser Gossip Girl. Sauf que la Gossip Girl surtout qu'il y avait plein de potes qui me parlaient de ce compte-là sans savoir que c'était moi. Ah là là. Et qui tombaient un peu des nues quand j'ai dit que... Ah ouais, t'es vraiment restée dans le secret donc pendant Non, il y a plein de potes à qui je l'avais dit. Ouais, mais je veux dire en tout cas pour un certain nombre de gens pendant un moment quand même. Ouais. Pour la petite anecdote aussi, donc ma mère était au courant, puis elle se retrouve à un dîner où ils en parlent, donc des gens de son âge, en disant « Ah, t'as vu le compte, machin ?» Et elle, je lui avais dit « Maman, surtout n'en parle pas, limite je risque ma vie, j'avais peur. » Non mais j'avais vraiment peur. Et en fait, elle se retrouve à ce dîner-là avec des gens de son âge où elle s'attend pas du tout à ce qu'on lui parle de ça, et là on lui parle de ça, elle me dit « J'ai pas fini de manger, quoi. » J'étais en panique. Ah ouais, donc finalement, ça avait des impacts un peu aussi sur tes proches. Ouais, j'avais peur pour eux surtout. Ok. Et comment ça s'est passé alors quand t'as révélé ton vrai visage En fait, ce qui était assez particulier, c'est que moi, je me disais, ça va intéresser personne parce que je suis personne. Enfin, je veux dire, c'est Anne Boistard. Ok, on sait pas qui c'est, on s'en fout. Ouais. Tu vois, c'est pas comme si c'était Roselyne Bachelot, on s'en fout. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de plot twist, quoi. À part que je suis à la fois personne et tout le monde, à la fois. À la limite, les gens qui te connaissent, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà. Je me suis dit, ça va intéresser aucun journaliste. Et j'avais contacté une journaliste des Échos qui m'avait dit qu'elle voulait bien sortir l'article et elle l'a sorti. Et elle m'a dit que c'était un des articles qui avait le mieux marché parce qu'en fait,
finalement, je pense que ça rassurait aussi les gens de se dire que eux aussi pouvaient faire ça. Enfin, en fait, que c'était un pouvoir qu'on avait tous et toutes. En fait, que ce soit une personne, entre guillemets, lambda, Exactement. qui, à un moment donné, joue les... Ça me fait penser aussi un peu à Fantomette, tu sais. Ça fait un peu justicière, en fait. C'est ça, De t'es l'ombre. une justicière de l'ombre. Ouais. On disait tout à l'heure en off, parce que comme t'es poisson de signe astro, le petit poisson avec ses armées de poissons qui est contre les requins, tu sais. C'est ça. Tout le banc de poissons qui essaye effectivement de courser les requins. Mais c'est une super image, en fait, parce que, mine de rien, t'as réussi à avoir pas mal d'impact. Moi, je pense que, surtout, on a réussi parce que sans témoignage, il se passe rien. C'est-à-dire que si, par exemple, t'es créateur de contenu et que t'as beaucoup de followers, que tu gagnes ta vie comme ça, c'est d'autant plus grâce à toi, etc. Là, c'est complètement un truc de ensemble. Donc, on fait bouger les choses ensemble. Si les gens... avaient peur de témoigner, s'ils osaient pas, etc., il se serait absolument rien passé. Et si les gens ils s'abonnaient pas, il y aurait pas une telle visibilité, une telle portée et tout. En fait, c'est vraiment, je trouve, un combat qu'on porte tous et toutes. Ouais, c'est vraiment du collectif. Et en même temps, ça part de l'individuel. En fait, tout est parti de toi, de ton expérience, de ton envie de faire bouger les lignes. Et derrière, les gens ont répondu. En fait, ils ont répondu à l'appel, quoi. Exactement. Et c'est ça qui prouve qu'il y avait une vraie omerta dans le milieu. C'est parce qu'il y avait une vraie volonté de parler et de dire les choses. Tout à fait. Et alors, tu m'as déjà raconté une ou deux anecdotes là, assez choc. Est-ce que tu en as d'autres, je sais pas, les 2-3 histoires les plus marquantes qui te sont arrivées? Des trucs assez ouf. La police qui toque à ma porte. C'était, je crois, une semaine avant que je sorte de l'anonymat. Et en fait, donc il y avait quelqu'un qui avait porté plainte pour diffamation. Et donc, en plein après-midi, la police qui toque à ma porte, mais de manière assez... vraiment, ils tambourinent la porte. Et j'ouvre la porte, et puis c'était deux policiers avec leurs cartes qui me disent qu'en gros, je suis convoquée au commissariat. Et c'est vrai qu'on connaît pas tout ça. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas une délinquante de base. Et t'avais pas reçu de papier avant ou de courrier? Non. Ah oui, ils sont arrivés direct. Ouais, exactement. Okay. Et j'ai été convoquée pendant 5 heures. Et c'est là où, effectivement, je me disais, mais il me faut une avocate, etc. Et je lui ai demandé combien ça coûtait de l'heure. Elle m'a dit 500 de l'heure, normalement. Et elle était enceinte, elle a couché 2 semaines après. Mais après, voilà, elle m'a fait... elle est géniale. Elle s'appelle Sandrine Dos Santos, elle est super. C'est toujours ton avocate? C'est toujours mon avocate. Elle est vraiment géniale. En plus, elle a énormément de patience avec moi parce que, en fait, je reproduis un petit peu toujours, c'est toujours un peu les mêmes dossiers, puisque c'est toujours de la diffamation, c'est toujours sur des stories, etc. Mais elle me défend superbement. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple. Et puis, elle me fait aussi des prix d'amis parce que sinon... là, je serais vraiment à la rue, quoi. Tu m'étonnes, parce que là, tu as plusieurs procès depuis... Oui, j'en ai 7, ouais. Ah oui. Et qu'est-ce qui m'est arrivé de fou avec ce compte ? Une fois, je m'étais retrouvée à un mariage, à une table dans un mariage. Et puis, on me demande un petit peu ce que je fais. Bon, j'étais déjà sortie de l'anonymat. Et donc, je réponds de manière assez transparente. Et là, il y a une fille à la table qui dit « T'as balancé mon oncle ». Là, j'avais un peu envie de sortir de table. Ah ouais, en plus dans une discussion comme ça, au milieu d'une soirée. Ouais, en fait, c'est ça, on peut vite se retrouver. En fait, c'est ça, c'est que surtout dans le milieu, pour peu que un pote, une pote, de la pub, c'est ça. Le monde est petit, quoi. Exactement. Mais après, effectivement, j'ai aussi, à un moment, j'ai carrément été dans une réunion en mode agent secret. C'est-à-dire qu'au tout début du compte, j'avais balancé un mec de la pub assez connu, disons, qui était aussi prof à Sciences Po et qui avait une grosse agence et qui faisait aussi partie, en fait, d'une association patronale de la pub. Et en fait, comme de crise pour eux, lui, il était sorti des choses assez graves sur des sujets surtout de harcèlement sexuel. Et en fait, on m'envoie le lien de la réunion de com de crise qu'ils vont faire. Et moi, j'y vais en cachant la caméra et en mettant le nom d'une personne qui aurait pu être à cette réunion. Et j'ai assisté à toute la réunion où ils parlaient de moi. Oh là là. Et où ils parlaient de leur défense à venir. C'était c'était trop bien. Infiltrée. Ouais, j'étais vraiment infiltrée. Oh là là, dis donc. Ouais, ça c'était... il y a des choses quand même assez... En fait, ça l'est toujours, même si aujourd'hui je suis un peu moins active. Mais il y avait quand même un côté un peu à la fois excitant. Il y a un peu d'adrénaline. Ouais, moi, de ce que tu me dis, je te verrais bien dans les renseignements ou l'agence secrète. On sent que t'as...
Enfin, en fait, c'est enquêtrice. Ouais, Parce que c'est pas que balancer, c'est derrière, tu enquêtes, tu c'est recueilles. Ça peut être une forme de journalisme, même si... Exactement. Effectivement, il faut des études, il faut quand même faire certaines études pour être journaliste. C'est plus que du journalisme, parce que c'est... Enfin, tu enquêtes et tu recueilles des témoignages. Enfin, t'as pas un angle... Enfin, tu pars de ce que les gens vont te balancer, en fait. C'est ça qui peut être aussi difficile, c'est qu'un jour, j'avais aussi quelqu'un qui m'avait dit, en gros, si tu me lis pas dans la soirée, je me suicide. Donc il y a aussi parfois un truc où on se dit, j'ai peut-être même pas les épaules pour tenir ce compte-là. Après, j'ai quand même pris des antidépresseurs pendant longtemps, c'est-à-dire que toute la période de Balance Ton Agency, la majeure partie de la période, j'ai quand même été sous antidépresseurs. Donc j'arrivais à mettre de la distance avec ce que je pouvais recevoir, parce qu'en fait, parfois, il y a du contenu qui est hyper violent. C'est-à-dire qu'on va parler d'agression sexuelle aussi, donc évidemment de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, mais parfois de viol. Et on peut avoir des récits en fait qui nous touchent, qui nous... Oui, puis tu n'es pas psychologue et tu peux pas... Par exemple, est-ce que tu as déjà eu des gens qui ont essayé de se rapprocher de toi pour te raconter vraiment des choses en détail, même trop, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui sont dans des détresses psychologiques. J'en ai pas eu beaucoup. Comment tu fais pour mettre la limite ? Non, parce que ça, c'est des témoignages écrits. Oui, c'est écrit. Okay. Il y en a qui veulent appeler, et moi, en fait, ça va me prendre trop d'énergie. Ah ouais. Puis il faut mettre une limite, parce que sinon. Mais moi, j'ai eu du mal à mettre des limites. J'ai toujours eu du mal à mettre des limites, que ce soit dans un travail rémunéré ou non. Et en fait, c'est vrai que ce compte-là, il a complètement changé ma vie aussi, dans le sens où, en fait, je suis devenue. C'est du militantisme finalement, c'est aussi politique forcément, et moi j'étais pas du tout là-dedans avant. C'est-à-dire que j'étais ni féministe ni forcément de gauche, voilà. Et en fait tout ça a complètement changé ma vision des choses, donc c'est pour moi une très bonne chose. Ça t'a donné envie de t'engager en fait. Ça m'a donné envie de m'engager, mais surtout du coup j'ai des lunettes aujourd'hui, évidemment invisibles, qui sont assez fatigantes à avoir et à mettre, parce que tout te met en colère en fait. Oui. Du coup, tout est un affront, tout est un combat. Tous les sujets féministes, tous les sujets politiques, tout ce qui va aussi être de l'ordre de les inégalités forcément entre hommes et femmes. Ça a mis en lumière, t'as maintenant conscience de tout ce qui se passe encore plus qu'avant. Ouais, c'est fatigant. Mais en même temps, aujourd'hui, je trouve que je suis assez alignée avec moi-même, avec mes valeurs, donc c'est aussi plus reposant, parce que j'ai aussi fait un burn-out parce que je m'étais un peu mis le masque avant, je me cachais derrière plein de trucs, moi vis-à-vis de moi-même déjà, et vis-à-vis des autres, donc aujourd'hui je suis hyper alignée aussi avec ça, donc c'est plus agréable, mais d'un côté c'est assez épuisant, parce qu'en fait on est dans un combat perpétuel. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, t'es à fond, quoi. Et donc, Balance Ton Agency existe toujours, mais tu disais t'es un petit peu moins active qu'avant. Enfin, t'as l'air quand même assez active. Là, j'ai repris un peu, mais c'est vrai qu'entre-temps, j'ai eu un enfant. Ok. Donc forcément, ça oblige un peu à faire une pause. Et voilà, elle est née en mars 2024. Donc moi, quand j'étais en congé mat, j'étais à fond. Après, j'ai eu ma fille, donc forcément, j'avais moins de temps, moins d'énergie. Et puis ensuite, je faisais du free. Enfin, j'étais obligée de gagner ma vie, aussi, quelque part. Oui. Ouais. Oui, donc la vie fait qu'aussi que tu gardes l'activité, mais tu te consacres aussi à d'autres choses, quoi. Exactement. Même si j'aimerais bien que parfois ce soit rémunérateur pour pouvoir m'y consacrer pleinement. Bah oui, c'est une sacrée cause quand même. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter une dernière petite anecdote choc que tu as vécue sur ces 5 dernières années ? Bien sûr, alors moi je pense à un témoignage fort surtout d'une femme qui en fait quelques années auparavant la création du compte avait été dans une agence de relations presse, et il y avait au-dessus de son bureau des étagères avec des lookbooks, donc ce sont des gros livres de mode, et ces 2 étagères en fait en pleine journée lui sont tombées dessus avec une autre stagiaire. Et donc, elles se sont retrouvées sous un tas de livres, et elles ont failli y laisser donc leur peau, elles ont failli mourir. Et donc, il y en a une des 2 qui a fini par se retrouver hospitalisée pendant plusieurs mois à l'hôpital, puisqu'elle avait des vertèbres cassées, etc. Et puis, elle a voulu évidemment porter plainte contre l'agence de relations presse. Et puis en fait, l'agence de relations presse, finalement, eux se disaient non, c'est pas de notre faute, parce que c'est un stage, donc c'est la faute de l'école, etc. Donc vous n'êtes pas sous notre responsabilité à nous. Et en fait, le truc, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient témoins de cette scène. Personne ne voulait témoigner. Et ce qui pouvait la faire gagner, parce que ça faisait déjà des années qu'elle était en procès contre cette agence de relations presse, ce qui pouvait la faire gagner, c'était des témoignages. Voilà. Et elle en avait qu'un sur 20 témoins. Et pourquoi les gens voulaient pas ? Les gens avaient peur, parce que forcément, quand on témoigne face à la justice, notre témoignage, en fait, il n'est pas anonyme. Voilà. Oui, donc ils avaient peur que derrière l'agence... Exactement, se retourne contre eux, ou que ça ferme des portes pour notre carrière.
Et finalement, il y a quelqu'un qui me raconte, on parle de cette agence de relations presse sans que moi je sache, je connaisse cette histoire-là. Et puis on parle de témoignages sur cette agence, puisqu'il y a beaucoup de harcèlement moral. Et il y a une personne qui me raconte cette histoire, qui n'est pas la victime, mais qui me raconte l'histoire en disant, il y a quelques années, voilà, il y avait une stagiaire qui s'était pris les étagères de Lookbook. Et on finit par retrouver la personne en question. En tout cas, la personne voit le témoignage et dit, c'est moi. C'est moi, et ça fait 7 ans que je suis en procès contre eux. J'ai absolument besoin de témoignages pour pouvoir gagner mon procès. Ça fait 8 ans, je n'en peux plus, je n'ai plus d'argent, etc. Et je publie son témoignage, et là arrivent effectivement des personnes qui me disent « j'ai vu la scène ». Donc 5-6. Et donc il y a des personnes qui disent « en fait, je suis pas forcément prêt ou prête à témoigner, j'ai peur, etc. » En fait, ils étaient prêts à le faire anonymement, mais pas, voilà, exactement. Pas de manière... Exactement. Et finalement, il y a 3 personnes qui sont d'accord pour aller au bout. Et puis, quelques mois après, elle me rappelle en pleurs pour me dire qu'en fait, elle a gagné le procès grâce au témoignage qu'on a pu récolter sur le compte, alors que ça faisait 8 ans qu'elle était en procès contre eux. Donc ça, c'est une belle victoire pour toi. C'est une super victoire, et c'est là où je me disais, bon, finalement, parce que c'est toujours difficile de voir les retombées positives. Effectivement, voilà, on sait que... En fait, quand on balance, entre guillemets, voilà, des stories, on sait que il va pas y avoir un effet tout de suite, que ça va prendre du temps. Moi, ça fait quand même 5 ans que je fais ça. Et c'est long. Déjà, le changement de mentalité est hyper long. On a envie que ce soit rapide. Et que ça met du temps, ça met un temps fou. MeToo a eu lieu en fin 2017. Il y a quand même une énorme avancée entre-temps. Mais on voit qu'il y a toujours voilà, des personnes qui ont été accusées d'agression sexuelle, de viol, même qui ont été condamnées et qui, finalement, sont aujourd'hui sur des plateaux télé, etc. Donc, en fait, c'est épuisant de voir ça. Et parfois, on a des petites victoires comme ça. On se dit qu'on ne sert pas à rien. Parfois, on a des petites victoires comme ça et on se dit qu'on ne sert pas à rien et que on ne lâchera pas parce que ça fait quand même bouger des lignes. Ouais, tu m'étonnes. Et à l'inverse, est-ce que tu as eu des moments avec Balance ton Agency où tu t'es dit oh là là, c'est trop émotionnellement, c'est... Parce que quand tu as les procès, quand tu as tout ça, est-ce qu'il y a eu, j'imagine, beaucoup de moments durs aussi ? Oui, il y a des moments difficiles, mais en fait, moi, j'ai pas trop de mal, disons, à aller... face à la justice, parce que j'arrive assez bien à justifier ce que je fais. Ok. Même si c'est compliqué, parce que quand on se retrouve face à la justice, en fait, ce qu'on fait, c'est un peu, entre guillemets, de la justice soi-même. C'est-à-dire qu'on est comme remplaçant d'une justice. Et moi, je veux absolument pas, en fait, qu'ils pensent qu'on remplace la justice. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est long, c'est coûteux, et que tant que c'est compliqué comme ça, on est obligé de passer par d'autres biais. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres comptes aujourd'hui qui existent, comme Balance ta Startup, comme tous les si secteurs. la justice faisait mieux son travail et que les délais étaient plus courts et que les gens puissent vraiment témoigner, il n'y aurait pas besoin de ce travail de sous-marin que tu fais. Ouais, qu'on ait plusieurs à faire. En fait, il y a un vrai manque d'effectifs, ça prend un temps fou. Personne n'a envie de se lancer dans des procédures aussi longues et coûteuses. Parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, c'est très coûteux. Ouais, et puis tu parles de 7 procès, c'est quand même beaucoup. Ouais. Par rapport à ça, comment tu le vis émotionnellement ? T'arrives à... En fait, comme je suis assez à l'aise avec ce que j'ai fait, c'est vraiment pas comme si j'avais... Ouais, t'assumes en fait. Ouais, j'assume parce que... T'assumes et tu sais ce que tu t'as fait, c'est bien, c'est dans un bon... Okay. En fait, ce qui est dommage, c'est que ces comptes-là, moi, s'il aurait pu ne pas exister, ça m'aurait bien arrangé, comme toutes les personnes qui sont derrière ces comptes-là, parce que finalement, on prend beaucoup de risques. Mais vu qu'aujourd'hui, toutes ces institutions-là ne sont pas encore protectrices, disons du moins pas assez protectrices, des personnes qui sont victimes de harcèlement, d'agression sexuelle, etc. En fait, on est obligé de passer par ces biais-là pour qu'on ait un endroit où on se sente assez à l'aise et en sécurité aussi pour pouvoir témoigner. Et en fait, tu as vraiment un rôle d'investigatrice, finalement, qui va plus loin que le journalisme. Alors, je sais pas si ça va plus loin que le journalisme, mais ça peut y ressembler parce que, en effet, je vais aller aussi enquêter, regarder un peu si les gens ils sont bien passés par cette agence-là. Ouais, c'est enquêtrice en fait. Plus ou moins, voilà, enquêtrice. Mais en fait, c'est plutôt lanceur d'alerte. Mais aujourd'hui, j'ai pas le statut juridique qui va parce que, en fait, lanceur d'alerte, c'est que quand on balance et qu'on lance l'alerte sur une société dans laquelle on se trouve. Ok. On prend des risques en fait de se faire licencier, etc. Alors que toi, tu es extérieur. Exactement. Donc le statut, il est assez complexe. J'ai pas vraiment de statut. Est-ce que, parce qu'on parle des procès, donc là c'est la partie justice, mais est-ce que tu as déjà eu des menaces, j'imagine ? Parce que les gens de ces agences qui du coup, dont le pouvoir est menacé, puisqu'on balance... Est-ce que, je sais pas, tu as déjà eu des mails, des lettres, des gens qui vont toquer chez toi, mais pour te faire taire ? Ou des gens que tu connais peut-être de près ou de loin, qui sont venus essayer de t'intimider ? En vrai, je suis assez chanceuse.
Moi, pas vraiment, mais plutôt des personnes qui témoignent. Ok. Des personnes. Il y a eu par exemple une personne qui a travaillé chez Paul Marius, donc c'est une entreprise de maroquinerie, qui elle a reçu en janvier, vraiment quelques jours avant le procès Paul Marius, un gros procès Paul Marius, qui a reçu en janvier en fait une lettre où il y avait écrit bonne année. Donc en fait on peut se dire c'est sympa, il y a écrit bonne année. En fait elle a ouvert la lettre, il y avait plein de paillettes, mais vraiment des micro paillettes qui sont vraiment tombées partout par terre, et des rognures d'ongles. Oh là là. Et en fait, elle est allée porter plainte au commissariat parce qu'elle savait que ça venait quand même potentiellement. C'est pas un hasard. Hein. C'était assez... Ouais. Et en fait, le policier lui a dit on peut pas faire grand-chose parce qu'il n'y a pas de menace de mort. Ah bah oui, complètement. En fait, on peut même pas vraiment dire que c'est intimidant parce qu'on vous souhaite bonne année. En fait, il n'y a pas de preuve derrière. C'est un peu une signature. Ouais, c'est ça. Après, je sais qu'il y a eu des comptes comme Balance ta Startup qui a pu recevoir des menaces de mort et qui est anonyme dans sa boîte aux lettres. Ok. Toi, t'as jamais reçu ce genre de choses? Non. Moi, j'ai reçu tout au début des mails. Et je savais très bien qui était derrière. La personne justement qui a retrouvé mon identité et qui a porté plainte contre moi tout au début. Et en fait, je savais que c'était elle qui était derrière. Et il se mettait en Anonymous, donc ça c'est son adresse mail Anonymous machin. Et en fait, il m'envoyait des photos. Moi, je tenais un blog il y a longtemps. C'était Métro Boulot Photo, un Tumblr, ça n'existe plus. Et il m'envoyait des photos de ce Tumblr pour me dire en gros, c'est toi qui as ce Tumblr. Je sais que c'est toi qui as ce Tumblr. Peu de gens savaient. Et pour me dire en fait, je sais qui t'es. Et c'est quand j'étais anonyme, c'est plutôt menace de révéler ton un peu caché, voilà. Ok. Eh ben, que d'histoire, Anne. Eh ben, merci d'être venue te confier sur les coulisses de cette aventure qui est quand même assez unique. Merci à toi, Célia, et merci à toute l'équipe. Alors, Anne, j'en ai pas complètement fini avec toi, puisque j'aimerais que tu te livres à un petit exercice sur le fauteuil que tu as vu dans l'entrée. J'aimerais que tu fasses un exercice qui est le quiz Flash No Shame. Est-ce que tu es prête? Mais bien sûr, avec plaisir. Eh ben, c'est parti. C'est parti pour le Flash Quiz No Shame. Anne, tu préfères passer à la télé en direct sans savoir que ta caméra est allumée ou bien envoyer accidentellement un message vocal embarrassant dans un groupe pro? Je pense que je préfère passer à la télé en direct. La pire gaffe que tu aies faite? Quand un jour j'étais avec ma sœur et une amie à elle, et quand on parlait des prénoms un peu horribles à porter, et c'est là que j'ai dit, ma sœur a lancé le truc en disant oui, c'est comme s'appeler Maya, et j'étais genre mais c'est horrible de s'appeler Maya, et en fait c'était le prénom de la sœur de sa copine. Ce que tu adores faire quand personne ne te regarde? Danser devant mon miroir. Ta musique inavouable préférée? Moi déjà j'avais un groupe, je l'ai toujours dans mon cœur de ouf, c'est les Spice Girls, même si aujourd'hui elles sont 4, de temps en temps elles se remettent à 5, mais bon c'est assez rare, et j'étais allée les voir en 98, je sais, je fais pas si vieille que ça, et ma musique préférée, un peu inavouable du coup, c'est Wannabe des Spice Girls. Ta plus grande peur dans la vie? Les mascus. Et ensuite, les avions. Je déteste l'avion. Ta pire situation de honte? En gros, je travaillais chez Publicis il y a quelques années. Et puis, il y a une amie qui me dit t'as la main bleue et tout, c'est trop bizarre. Et donc, moi, je me dis ça y est, je vais mourir. Puis, c'est forcément le bras droit. Donc, ça veut dire il me reste 3 heures à vivre. Et donc, je vais dans une pharmacie qui est juste en bas. Et là, on me dit effectivement, c'est relié au cœur et tout, c'est pas bon signe. Donc, moi, je décide de partir et d'aller dans un hôpital. Et puis, dans un hôpital, effectivement, dans les urgences, on attend 3, 4, 5 heures. Finalement, je me retrouve dans un box. Personne n'arrive à savoir ce que j'ai. Ils vont jusqu'à appeler même un chirurgien qui descend et tout, qui sait pas trop. Et moi, je me retrouve toute seule dans ce box en me disant, mais quand même, c'est fou parce que moi, je me suis imaginé, moi, je pense que j'ai quelque chose de grave parce qu'on m'a demandé sur une échelle de 1 à 10 si j'avais mal et moi, du coup, c'est monté à 8. Et en fait, en me retrouvant toute seule dans ce box, à un moment, je me suis dit, si ça se trouve, en fait, c'est carrément sur mes mains et c'est mon jean qui a déteint. Et c'était complètement mon jean qui avait déteint. Et du coup, j'avais pas du tout assez confiance en moi pour retourner dans la salle d'attente où il y avait ma mère et mon ex, mon mec de l'époque, du coup mon ex actuel, pour dire qu'en fait ils avaient attendu 5-6 heures juste parce que c'était mon jean qui avait déteint sur ma main. Et donc je suis sortie de l'hôpital sans rien dire à personne, c'est-à-dire que je suis sortie vraiment sans préciser au médecin que j'étais partie. Voilà, je suis sortie en disant à ma mère non mais en fait c'était ils ont fluidifié mon sang, c'était un caillot dans mon sang qui était bloqué. Pas du tout. Voilà, j'ai mis 4 ans à le dire à ma mère. J'adore cette histoire.
ton plus gros coup de folie? Maintenant, avec du recul, c'est d'avoir lancé le compte Balance ton Agency, donc le compte qui justement dénonce les comportements problématiques en agence de pub et de com, puisqu'en effet, aujourd'hui, j'ai 7 procès à mon actif. Le secret le plus dingue qu'on t'ait confié? 2 députés qui couchent ensemble et qui sont diamétralement opposés au niveau des idées et qui sont assez connus. Voilà. Question baguette magique, si tu pouvais revenir en arrière sur un truc de ta vie. J'avais balancé une agence qui était en train de se faire racheter, sauf que moi je savais pas du tout qu'elle était en train de se faire racheter. Et en fait, la personne qui était problématique, c'était le patron de la boîte. Et donc en fait, si j'avais attendu le rachat, mais je n'étais pas au courant, c'était à 2 semaines près, en gros, tous les salariés auraient pu se retrouver dans l'autre boîte, qui rachetait la boîte. Et le fondateur de la boîte qui se faisait racheter, lui, il aurait pu se faire éjecter par la boîte qui l'a racheté. Eh ben merci Anne. Merci tout le monde de nous avoir suivis, de soutenir l'émission. Vous pouvez donc vous abonner pour ne rien louper des nouveaux épisodes, mettre des likes, des commentaires. Également, nous sommes en version podcast sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, à partager autour de vous et également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc toujours le même nom, Toi alors. Voilà, je vous dis à mardi prochain et je vous souhaite de vivre des aventures, mais pas trop quand même.